Bonjour, Bonjour, pouvez-vous vous présenter? oui, je suis Alain Collignon, donc je suis tête de liste au fédéral pour le collectif citoyen et je compte bien, si je suis député, faire en sorte que le citoyen devienne le centre des préoccupations politiques. Qu'est-ce qui vous a amené à faire partie du collectif? Mais justement qu'à l'heure actuelle, les partis, bien entendu, reçoivent un blanc-seing des citoyens, mais après, les citoyens échappent complètement au pouvoir et à la direction des affaires politiques. Ce que je veux et ce que nous voulons tous au collectif citoyen, c'est que les citoyens participent davantage à la vie publique et soient concernés par la vie publique. Seulement, ça ne se fera pas facilement, parce qu'à l'heure actuelle, la particratie fait que les députés sont véritablement enchaînés par la discipline de parti à leur président de parti. Ça, c'est un des premiers points sur lesquels on va essayer de se battre pour déconnecter les députés qui sont nos représentants de cette chaîne de décision qui est plutôt influencée par les lobbies, les grands financiers et les grands mouvements commerciaux que par l'intérêt public finalement. Est-ce que vous croyez que vous aurez suffisamment les épaules solides pour pouvoir faire face alors à tous ces géants-là qui sont déjà là depuis si longtemps? Alors mes épaules, oui, vous pouvez frapper, vous allez voir, elles sont très solides. Quant à moi, j'ai 70 ans, 70 ans. Qu'est-ce que je risque encore? J'ai déjà été suspendu par l'Ordre des médecins parce que j'ai soigné des patients pendant le Covid. J'ai été suspendu parce que je me suis opposé à la vaccination de masse. Et maintenant, je suis à l'Ordre des médecins avec une collègue parce qu'on a dit du mal de l'Evras. C'est aussi vrai que ça puisse paraître, l'Ordre des médecins nous poursuit pour n'importe quoi. Donc bien sûr que les épaules, je les ai déjà eues et si je suis député, ça me donnera un pouvoir supplémentaire pour questionner, pour interpeller et pour faire valoir et pour déposer des propositions de loi qui ne passeront peut-être pas mais qui auront le mérite de stimuler la pensée, la réflexion des députés. Et je crois que à force de taper sur le clou, on arrivera à ce que le citoyen reprenne sa place. Quand on aura une démocratie représentative qui en est une vraie, on pourra alors passer au référendum citoyen, à diverses petites dispositions légales qui aboutiront in fine à une véritable représentation participative. Le but est évidemment que le pouvoir politique ne se moque plus du citoyen et qu'il tienne compte de ses intérêts. On peut quand même considérer qu'il est absolument inacceptable que lorsque vous mettez 100 000 euros à la bourse investis dans des actions et que vous en retirez pendant le Covid 2 fois plus en 3 mois, cet argent ne soit pas imposé ou taxé. Alors que si vous travaillez, vous gagnez difficilement 2 500 euros dont on vous prend 1 200 euros. Ce n'est pas normal, il faut rétablir une justice fiscale, il faut que l'évasion fiscale disparaisse. Or, vous savez qu'avec les sociétés offshore, aucune des multinationales ne paye d'impôts. C'est quand même incroyable quand on va demander des impôts et des taxes extrêmement élevés à des braves gens qui font leur travail et qui font tout ce qu'ils peuvent pour se débrouiller dans la vie et pour arriver à joindre les deux bouts. Voilà, on va se battre pour la justice sociale. Et donc là, vous avez très bien parlé de les points en gros. Est-ce que vous avez une idée un peu de tous les points que vous voulez absolument exposer en priorité pour pouvoir les défendre parce qu'ils sont urgents? Oui, urgent donc c'est, le premier j'en ai parlé, c'est d'en finir avec la particratie et ça ce n'est pas difficile, j'ai déjà une proposition de loi. Le second c'est de redresser l'enseignement et de faire un barrage à l'Evras. Et là, nous allons agir en commun entre le fédéral et le régional, puisque vous savez que l'enseignement est une compétence régionale. Mais là, dans l'Evras, il touche à des matières médicales, parce que le changement de genre, c'est médical. Et là, c'est une compétence fédérale. On va donc agir des deux côtés contre l'Evras. Ça, c'est le deuxième point. Alors ensuite, on a beaucoup de points qui sont la restauration des petites et moyennes entreprises, faciliter le travail de ceux qui sont véritablement les pivots de la société. Il est quand même incroyable qu'avec l'augmentation du prix de l'énergie, la plupart des boulangers, la plupart des commerçants ferment boutique. Et en même temps qu'on construit des grandes surfaces partout, Rive Gauche à Charleroi, Ikea au Grand Pré à Mons. C'est inacceptable, il faut que le citoyen, les villes et les villages reviennent à nouveau et redeviennent le centre de nos vies communes. Il faut aussi
qu'on cherche à réunir les citoyens. Vous avez vu dans le collectif citoyen, il y a de toutes les origines, mais le point commun, c'est qu'ils veulent la même chose, la liberté, le bonheur et la justice pour tous. Être traités de la même façon, quelle que soit votre origine, quel que soit votre métier, quelle que soit votre position sociale. Alors, on a pas mal d'autres points sur lesquels on travaille, mais je dirais que sur les points que je viens de vous dire, nous avons des projets précis, pas uniquement un programme. Nous avons des propositions de loi qui sont prêtes, que vous pourrez bientôt consulter. Nous avons des interpellations et des questions parlementaires qui sont prêtes pour octobre, si nous avons des députés. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir à ce point faire ce travail-là et par vous-même, et à travers cet organisme-là? Alors, premièrement, parce que j'ai été évidemment très meurtri par ce qui m'est arrivé pendant la crise sanitaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement traité des gens comme c'est mon devoir, avec ivermectine, hydroxychloroquine, quand des patients avec des risques attrapaient le Covid. Et quand il a été question de la vaccination, je l'ai déconseillé à tous ceux à qui je jugeais qu'il fallait la déconseiller, c'est-à-dire à la majorité des gens en bonne santé qui n'en avaient pas besoin. J'ai insisté sur le fait qu'une vaccination non obligatoire, et elle ne l'était pas, c'est quelque chose qu'on choisit librement et il est scandaleux de vous priver de liberté parce que vous avez choisi de ne pas la faire. Donc ça m'a attiré des ennuis et je me suis dit il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement pervers dans ce système et qu'il soit possible qu'un ordre des médecins sanctionne des médecins qui font exactement ce qu'ils devaient, conseille les patients de la façon la plus optimale et les traite, soit sanctionné pour avoir fait ça. Et donc je me suis dit il faut évidemment, parmi nos projets, nous avons aussi la réforme de l'ordre des médecins. Il faut que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent, de se vacciner s'ils le veulent, de ne pas se vacciner s'ils ne le veulent pas. Est-ce que le nombre de vos confrères est suffisamment élevé pour vous soutenir, pour que vous puissiez avoir un impact assez important? Alors, tant que nous étions isolés, non. Mais si je suis député et que je peux être le porte-parole politique des médecins, ils vont se mettre en marche, je crois. Pourquoi ne font-ils rien maintenant? Parce que vous avez vu, moi j'ai été suspendu 2 ans, j'ai 70 ans, je m'en fous, mais quelqu'un de 40 ans qui a des enfants à l'école, qui a une maison à payer, quand on lui dit si tu bouges, si tu dis un mot, on te sanctionne, évidemment c'est beaucoup plus problématique pour lui. Et donc je pense que le fait qu'il y ait un mouvement politique qui soutienne ces attitudes et ces points de vue font que beaucoup vont se lever. Beaucoup n'osent rien dire à cause des sanctions. Il ne faut pas oublier, elles sont très sévères. Est-ce que vous avez suffisamment de rapports, maintenant que nous avons du recul, pour apporter des affirmations avec des statistiques, des études et des observations, des effets de tous les projets que vous avez parlé, pour démontrer bien que vos informations et votre opinion et position étaient bien correctes? Parce qu'aujourd'hui, nous avons du recul. Eh bien, écoutez, non seulement nous les avons, mais la preuve qu'elles sont très pertinentes, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on les sorte. Que ce soit les statistiques qui sont parlantes, mais qu'ils ne veulent pas nous livrer. Regardez Toubiana en France qui a demandé les statistiques de mortalité en fonction du statut vaccinal. On lui a dit non. Croyez-vous qu'on lui aurait pas remis si ça n'avait pas été une preuve? Bien sûr que c'est une preuve. Et les études partout dans le monde montrent que nous avons eu raison de le faire. Et tous les pays qui ont traité ont une mortalité quasi nulle. Et parmi ces pays, il y a notamment l'Éthiopie, où le taux de vaccination a été nul et où on a traité à l'ivermectine et à l'hydroxychloroquine. Ils n'ont pas de décès, ou peu, très peu. Et donc c'est bien une preuve que ce que nous avons dit était vrai. Et nous avons maintenant tous les papiers scientifiques qui tombent. Il y a 2800 articles qui nous donnent raison. Et je ne parle pas de petits articles dans des petits journaux, de grands articles scientifiques établis de façon tout à fait conforme aux grands principes méthodologiques. Et donc, je pense que, là encore, le fait d'être député va nous permettre de davantage rendre visibles ces preuves qu'en étant un simple citoyen, bien sûr. Alors ici, vous nous parlez principalement des problèmes sanitaires et d'Evraz. Mais les problèmes qui peuvent arriver d'un point de vue national, ici du Royaume de la Belgique, peuvent aussi toucher l'économie,
les habitations, le logement, les migrants et ainsi de suite. Est-ce que votre parti est suffisamment diversifié pour traiter en précision tous ces sujets-là, ou principalement votre objectif ne sera que sanitaire ou bien une partie de l'éducation en tout cas? Non, il ne faut pas oublier que le principe du collectif citoyen, c'est d'écouter tout le monde. Et dans le domaine que vous abordez, que ce soit l'économie, le logement, nous avons déjà débattu et nous avons des groupes qui travaillent sur ce sujet. Il est évident qu'on ne peut pas accepter que des gens qui ont de petits revenus se trouvent confrontés à des loyers qui sont à des prix absolument excessifs et à un prix de l'énergie qui est complètement artificiel. Hein. Le gaz n'a pas été multiplié par 3 comme ça du jour au lendemain et l'électricité ne coûte pas 5 fois plus cher. Donc il y a un contrôle qui doit être exercé non seulement sur les revenus, sur les loyers. Ce n'est pas normal le prix des loyers, notamment dans certaines villes où c'est inabordable. L'acquisition d'une première propriété est devenue impossible pour la plupart des jeunes. Ce n'est pas normal. L'État devrait consentir des prêts à taux zéro et beaucoup plus facilement aux jeunes qui veulent se lancer. Ils ont quand même la garantie en cas de non-paiement d'avoir le bien en hypothèque. Donc je crois que je vois même parmi des gens aisés, il est devenu difficile d'acquérir un bien en propriété, un premier bien. C'est inacceptable. Au temps de mon grand-père, un douanier achetait la maison de sa famille alors qu'il travaillait seul. Maintenant, vous avez des couples qui travaillent à deux et qui ne sont pas capables d'acheter un bien. C'est un scandale. Mais croyez bien qu'il y a tellement de sujets qui déferlent sur nous qu'on compte bien les... Parce qu'avoir un programme politique, ce n'est pas seulement parler, c'est agir et c'est avoir un projet, une proposition de loi, des choses qu'on va parvenir à lancer dans des débats parlementaires et où il devra y avoir une réponse. Le but est de stimuler. Pourquoi ça ne se fait pas maintenant? Parce que la majeure partie des députés, pour ne pas dire 99%, sont inféodés à leur président de parti qui leur dit « tu parles pas de ça, tu fais ceci, tu fais cela ». Nous allons avoir une parole libérée. Et rien que le fait de dire « mais messieurs, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites ?» est déjà un très gros progrès. Je pense que parmi les députés, comme dans les médecins, si on les réveille, il y en a quelques-uns, et peut-être une majorité qui vont se dire dans le fond il a raison. Il ne s'agira pas de les traiter de cons, il s'agira de leur dire « messieurs, regardez en face de vous, examinez la situation, vous êtes des représentants du peuple ». Et l'article 49 de la Constitution dit que les élus ne sont pas les représentants de leurs électeurs, mais de la nation. Vous êtes des élus de la nation. Il faut agir. Voilà le genre de propos que nous allons tenir. Alors est-ce que vous allez traiter principalement des sujets juste nationaux ou vous voudriez quand même intervenir dans des faits européens et même de sujets internationaux, vu que d'un point de vue diplomatique, on peut communiquer avec d'autres nations aussi pour alléger les charges nationales ou même recréer des relations pour diminuer les problèmes financiers, économiques de la nation. Mais évidemment, on va agir sur tous les points, mais il faut quand même... Je n'aime pas faire des promesses que je ne peux pas tenir. Quand on arrive sur ces sujets-là, on est dans des domaines beaucoup plus complexes. Mais croyez bien qu'on va s'associer avec des spécialistes de la question. Ce n'est pas évident, quand on n'a jamais abordé ces questions, d'en parler de façon professionnelle. Mais nous nous entourerons des gens qu'il faut pour mettre au point des débats sur ces questions. Je ne pense pas que nous arriverons à ça en quelques mois. Il faudra peut-être 2 législatures. Mais si nous avons la chance de passer, vous pouvez être certain de 2 choses. La première, c'est qu'on donnera la parole à la nation. On créera des assemblées où le peuple pourra venir, où la population pourra venir pour donner son avis. Bien entendu, c'est toujours complexe, il y aura des avis pour, des avis contre, mais on essayera de dégager des tendances, on les donnera alors à des spécialistes, des juristes, des économistes qui pourront gérer correctement les choses et aboutir à des propositions de loi qui seront constructives et qui tiendront la route. Parce que dans le programme que je vais publier dans 3-4 jours, il y a mes idées générales, mais au terme de chaque chapitre, l'action pratique que je compte mener, et alors avec ces détails
propositions de loi, questions parlementaires, interpellations. Maintenant, toutes les idées sont bonnes. Il est évident que dans le collectif citoyen, quiconque veut venir pour débattre d'un sujet est le bienvenu. Et c'est ça qui va faire notre force. C'est qu'on peut aborder au fur et à mesure de l'évolution des enjeux politiques, des sujets qui n'avaient pas été prévus à la base. Mais bien sûr, on n'exclut absolument rien. Maintenant, des sujets qui concernent les rapports entre la Belgique et l'Europe sont quand même beaucoup plus complexes encore et il faut le faire avec professionnalisme. Je n'aime pas lancer en l'air des choses, mais bien sûr, ce sera une de nos préoccupations. Quelle différence il y a entre le fonctionnement et le discours de collectif citoyen et d'un parti politique traditionnel? Alors, la première chose, et je crois que c'est fondamental, c'est qu'on donne au collectif citoyen, on a tout d'abord des réunions collectives, mais qui ne visent pas à créer un ordre impératif, mais à soulever des problèmes et essayer de trouver des questions. La différence, c'est que, bien entendu, et ça répond à la question que vous posiez initialement, on aura dans notre programme des actions qui ne sont pas encore définies aujourd'hui parce qu'au fur et à mesure des assemblées, elles vont se préciser. Il est évident qu'on se sentira représentant de la nation, c'est-à-dire dans ces assemblées, ce ne sont pas que des assemblées du collectif citoyen, ce sera des assemblées populaires qui rassembleront des gens de tous horizons, à qui on donnera la parole en se disant, mais voilà, là il y a un réel problème qu'on va essayer de résoudre. Alors sur le plan international et européen, je pense qu'il faut traiter aussi là avec le fait que l'Europe n'est pas véritablement une institution supranationale. Il ne faut pas croire la Commission, elle n'est pas élue. Elle est un assemblage de lobbies, de pouvoirs financiers occultes. Regardez la difficulté avec laquelle les parlementaires européens essayent de soulever certains problèmes à l'Europe. Je pense que là, il faudra beaucoup de professionnalisme. On devra s'entourer de politologues, d'économistes, pour essayer de faire changer les choses à ce niveau. Parce que, regardez les agriculteurs. La politique agricole commune est quelque chose qui les met dans des difficultés monstres. Quand moi j'étais jeune, dans le village de ma grand-mère, il y avait 6 fermiers qui faisaient vivre une famille. Il n'y a maintenant plus qu'un fermier qui a tout et il n'y arrive pas. Est-ce que c'est logique? Non. Et donc, oui, on va aborder tous ces problèmes, l'enseignement, l'agriculture, les petites et moyennes entreprises. Nous, ce qu'on veut, vous avez déjà vu les centres-villes aujourd'hui, c'est des mouroirs. Regardez Mons, regardez Charleroi. Pourquoi? Parce qu'on a planté des grandes surfaces, des centres commerciaux dans lesquels il y a quoi? H&M, CA, des marques internationales et multinationales. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de mettre cet argent dans une revitalisation des petits quartiers et des petits commerces? Bien sûr que oui, mais ça ne s'est pas fait. Or, ces entreprises ne payent pas d'impôts, alors qu'un petit commerce fait vivre la commune, la région et le pays finalement. Donc tout ça sont des problèmes qui me tracassent depuis longtemps, mais là je suis entré en politique parce qu'ils ont dépassé les bornes avec le Covid, avec l'Evras, avec un certain nombre de dispositions, et que je crois qu'il faut que ça cesse. Je vais essayer de faire en sorte que ça cesse, mais ça va dépendre du dynamisme populaire. Surtout, imaginez-vous que si une décision est soutenue par des manifestations où il y a 100 000 personnes, elles auront beaucoup plus de poids que s'il y a 50 personnes à la porte du Parlement. Et donc, j'ai énormément d'espérance dans le ralliement de la population à nos points de vue. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas des points de vue politiques, on aura des points de vue qui touchent essentiellement les intérêts de la population et du citoyen. Voilà. Un dernier mot et un message que vous voudriez faire passer aux citoyens belges? Oui, n'acceptez plus, battez-vous avec nous. Et je crois que c'est ça qui va nous faire gagner. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.